Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? La meilleure conférence de e-marketing Paris va commencer. On attend 4 minutes pour être pile poil à l'heure. Et je vais vous demander de leur faire une big ovation, puisqu'il s'agit du premier plateau féminin, le meilleur plateau féminin, avec les responsables et les directrices générales de différentes entreprises, notamment WeWork, la directrice marketing de Airbnb, la responsable de Bayer et également la directrice générale de la mutuelle des professions judiciaires et du marché entreprise de AG2R La Mondiale. Elles sont venues, elles sont là. C'est une grande chance de les avoir parce qu'elles sont en voyage partout dans le monde. Et nous sommes très heureux de les avoir avec une modératrice qui est exceptionnelle, qui est Karine Tisserand du Club des annonceurs. Donc nous allons bientôt commencer. Les premières consignes, c'est d'avoir le hashtag IMKTP 2019 et également de communiquer vos questions sur 06 44 64 69 00. Vous pourrez interagir avec elles et surtout, n'hésitez pas à poser des questions complexes et difficiles, elles sont prêtes. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir un plateau tel que celui que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à tweeter et retweeter. Et je vais tout de suite passer la parole à la directrice générale du Club des annonceurs, qui est Karine Tisserand, qui va introduire cette table ronde et inviter les différents speakers à venir sur scène. Je vous remercie simplement d'applaudir et d'encourager la salle. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Cécile pour ce super speak. Nous met la barre haute. Je suis ravie d'être là. Cécile m'a demandé d'animer cette table ronde effectivement très féminine. Donc le Club des annonceurs, très rapidement, nous sommes également une communauté. On engage nos 170 membres toute l'année à travers du partage, de l'inspiration, du décryptage de tendances, des prospectives et également des actions d'influence. Et on est ravis aujourd'hui d'être présent avec vous. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Delage, directrice générale de la mutuelle profession judiciaire et directrice des marchés entreprises AG2R, La Mondiale. Tram Yuing, marketing manager chez Airbnb. Asia Akalal, senior brand manager chez Bayer. Et Audrey Barbier-Lidvac, General Manager France et Southern Europe de WeWork. Je ne sais pas si on m'entend bien, je crois que j'ai un problème de direction. Voilà. Alors pour commencer, merci beaucoup. Pour commencer la conférence, on va procéder à un rapide tour de table. Donc je vais demander à chacune de nos exceptionnelles speakers aujourd'hui de se présenter rapidement. Et ensuite, on rentrera dans le détail individuellement de leur best practice et de leur réalisation d'engagement de communauté. Delphine, je vous passe la parole. Bonjour à tous, donc je suis ravie de partager ce moment avec vous. Donc au niveau professionnel, j'ai une double casquette au sein d'AG2R La Mondiale. Je suis à la fois directeur du marché des entreprises et directeur général de la mutuelle des professions judiciaires. Et c'est sur cet axe-là que je développerai mon intervention et que je répondrai davantage aux questions. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Donc moi c'est Tram Yuing, je suis responsable marketing pour Airbnb France, Belgique et Luxembourg, même si on travaille surtout pour la France. Et moi je vais vous parler un peu de la communauté Airbnb à la fois online et offline. Bonjour à toutes et à tous, je suis Asia Akalal, je suis
docteur en pharmacie ingénieur de formation. Je travaille au sein de Bayer dans la division pharmaceutique en tant que senior brand manager. Et donc à ce titre, je suis chargée de la stratégie marketing au sein du labo pour un des médicaments phares du labo. Et je dois dire que je suis très chanceuse parce qu'il s'agit d'une innovation thérapeutique des 10 dernières années dans le domaine cardiovasculaire et j'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Bonjour à tous, je suis Audrey Barbier-Lidvac, je suis directrice générale pour WeWork en France et en Europe du Sud. Ça veut dire la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne et bientôt le Portugal. Et je vais vous parler de communauté et comment on fait travailler les gens ensemble. Super, merci beaucoup. Donc on va commencer par vous, Delphine. Entendu. Donc on va avoir des belles réalisations et des problématiques assez spécifiques, comme vous avez pu le constater, par rapport aux marques sur lesquelles elles ont une grande action marketing et des communautés très diverses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois du B2B, du B2C, du B2B2C et un marketing aussi de l'humain, dont on nous parlera pour Bayer notamment. Du coup, Delphine, la mutuelle fait partie du pôle mutualiste AG2R La Mondiale, qui est le leader dans le domaine de la protection sociale avec 16 000 collaborateurs dans le monde et aujourd'hui rapprochée de Matmut. La mutuelle, donc MPJ, existe depuis 50 ans, où vous avez 6 000 adhérents et une croissance exponentielle de plus de 10% depuis 3 ans, donc bravo. Vos adhérents sont des avocats, des notaires, des huissiers, des magistrats, etc. Vous nous en parlerez. Ce sont des professions libérales, non salariées, et puis composées également de travailleurs, collaborateurs judiciaires. Finalement, le potentiel de votre cible, si on peut parler ainsi, est assez étroit. On parle d'une population de 100 000 personnes en France au total. Alors, ces consommateurs de la MPJ, Delphine, comment vous les animez pour créer de l'engagement ? Voilà, donc effectivement, ces consommateurs de la MPJ, ça représente une communauté. Donc tout ceci, en fait, a démarré au sein de la mutuelle des professions judiciaires il y a environ 3 ans. C'est-à-dire cette mutuelle qui est assez ancienne était en pleine érosion. Donc petit à petit, les affiliés disparaissaient. Et donc il y a 3 ans, on m'a demandé de développer cette mutuelle. Et en effet, donc il a fallu que je crée une stratégie de développement, une stratégie qui la remettait sur pied. Et en effet, sur un plan quantitatif, depuis 3 ans, donc la mutuelle a doublé. Donc cette mutuelle, la spécificité, c'est qu'elle assure, en effet, comme vous l'évoquiez, des professions juridiques, donc des huissiers, des notaires, des avocats, il y a même quelques magistrats. Et donc toute cette cible, eh bien, ça représente le cœur de cible. Et tout simplement, la communauté qu'il va falloir animer, ça découle du cœur de cible de cette mutuelle. Et toute cette population-là est très atypique et donc je suis partie des caractéristiques de cette population. Ce sont des professions libérales, ce sont des gens qui travaillent avec, qui ont l'habitude de travailler plutôt seuls, qui sont des CSP+, dans le sens où ils ont un niveau culturel assez développé et donc très atypique sur du monde judiciaire. Donc la stratégie qui en découle, c'est bien sûr de trouver des événementiels et de trouver d'organiser des événements qui sont typiques et caractéristiques de cette population. Donc en termes d'événementiels, j'ai mis en œuvre des événements très affinitaires en fait, sur lesquels ces populations se retrouvent entre eux. Et je pense qu'on a des visuels qui sont là pour défiler. Et donc l'idée, c'est bien de les faire participer à des événements VIP très caractéristiques dans lequel ils échangent, ils collaborent et au cœur duquel nous avons de la convivialité et des échanges pour qu'ils se rencontrent et qu'ils aient des passerelles interprofessionnelles. Donc on est quand même sur du digital, réseaux sociaux et du monde physique. Voilà, donc le cœur de cet événementiel, c'est bien de créer des manifestations très VIP. Et bien évidemment, tous les médias qui en découlent et qui sont utilisés pour communiquer sur cet événement sont essentiellement du réseau social. Et donc,
par voie de conséquence, cette population utilise beaucoup LinkedIn. Lorsqu'on tape sur les réseaux LinkedIn, on voit apparaître environ 100 000 personnes sur le registre avocat. Donc c'est vraiment une population qui utilise ce média et spécifiquement ce média. Et donc c'est sur ce média et au niveau du réseau social que j'ai choisi de communiquer de façon à relayer et d'accentuer cette partie affinitaire et très confidentielle dans ce milieu et dans ce réseau. Super. Alors je déroule les petits visuels. Voilà. Donc il y a deux types en fait de manifestations. Il y a le caractère convivial avec des manifestations où on échange. Par exemple, on a eu un événement sur Roederer. Donc Roederer, nous avons emmené des avocats, des huissiers et des experts comptables d'ailleurs sur cette journée avec une visite de cave et une conférence. Donc c'est très atypique. Ce sont des caves en fait qui ne sont pas qui filtrent énormément leur visite, leur clientèle, et ça a permis de profiter d'un moment convivial d'échange. Donc voilà, un événement très VIP pour une population VIP. Donc c'est un marketing très affinitaire qui est développé sur un registre très élitique. Voilà. Donc ça, ce sont des types de typographie d'événements VIP pour un marketing de niche sur des populations qui ont besoin d'être considérées de façon atypique. Donc on n'est pas du tout dans un marketing de masse ou une vente de produits de grande distribution. Voilà, on est vraiment dans des choses très ciblées, très spécifiques. Voilà. Et donc le canal LinkedIn est tout à fait approprié. Et on a vu d'ailleurs dans les postes, donc ce sont des postes tests, ce sont des opérations de communication test qui ont d'abord été menées. Donc les posts ont été suivis par 2500 puis 5000 vues, donc sur un réseau LinkedIn de 2500 contacts. Donc c'est quand même un indicateur en fait d'intérêt et ça a permis de valider que ce type de médias était tout à fait suivi et tout à fait en adéquation avec ce type de catégorie. Du coup, vous êtes en mode test que vous allez déployer. Donc là, vous étiez en pilote. Voilà, tout à fait. Donc ça, ce sont des critères qui permettent de valider ce type effectivement de communication. Et donc, après cette phase test, on va pouvoir professionnaliser la démarche pour qu'elle soit exponentielle, utiliser un webmaster dédié, utiliser aussi un service de communication beaucoup plus professionnel et donner de l'envergure en fait à ce type d'événements et de communication. Super. On peut dire que quelque part, vous avez fait évoluer le modèle business de la MPJ ? Alors le business model, donc c'est un business en fait qui est relatif à un développement économique d'une mutuelle, d'une mutuelle qui peut être étayée et étoffée en termes d'affiliés. Donc à la source, il y a toute une stratégie de développement, c'est-à-dire que le marketing mixte en fait a été retravaillé, c'est-à-dire qu'avant d'élaborer un plan de communication, il faut bien sûr travailler la stratégie mix, le produit, le prix, la distribution et la communication vient in fine finalement. Donc on tisse bien déjà toute l'organisation stratégique avant d'en arriver à l'utilisation du ou des médias qui sera sélectionné dans le plan de communication. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que c'est bien intégré à une stratégie de développement. Et à ce titre, d'ailleurs, je pourrais proposer une référence littéraire qui est quand même au niveau marketing fondamental. Moi, je vous propose de vous remettre dans les éditions Vibert d'Orsoni et de Jean-Pierre Elfer. Ça s'appelle Le Marketing, qui étaye bien donc toute cette stratégie d'audit et de diagnostic d'un marché pour en déduire des actions, y compris des actions de communication. Et avec, je dirais, ce développement de la mutuelle, on comprend bien et cette phase test, on est bien aussi dans l'utilisation d'une ensemble de palettes de médias, mais surtout aussi sur un marketing très affinitaire et un marketing qui laisse apparaître le cœur des relations humaines, c'est-à-dire qu'on favorise énormément la rencontre, l'événementiel, et je pense que c'est très important de revenir à des choses très humaines et d'utiliser la technique, le digital, comme un moyen de communication qui vient en complément d'une stratégie très orientée vers l'humain. Super.
Une petite phrase, votre définition du smart marketing, ça pourrait être quoi pour la MPJ? Une petite phrase, donc c'est sujet, verbe, complément, mais s'il y a plusieurs compléments, c'est une longue phrase. Le smart marketing, le mien, ce serait vraiment un marketing très affinitaire, très orienté vraiment dans l'humain et au service de l'humain, le digital et la technique. Merci beaucoup Delphine. Je vais regarder les questions qui sont posées par l'Assemblée. Alors j'ai une question intéressante. Vous avez indiqué la notion de délicatesse dans la relation client. À quel moment faut-il lever le pied face à un client mécontent et quels indicateurs? Oui, d'accord. Alors c'est une question très terrain, mais donc qui effectivement sont des situations dont on fait face dans l'opérationnel très régulièrement. Je dirais que s'il y a vraiment une très forte agression, on peut tout à fait manifester et expliquer qu'il n'est pas normal dans une communication professionnelle ou en tout cas dans une relation professionnelle d'être agressé. Voilà. Néanmoins, il faut laisser toujours expliquer le mécontentement et l'agressivité pour un petit peu, j'allais dire, purger le conflit. Est-ce que j'ai répondu? Je pense. Je regarde. Alors, on est très orienté satisfaction client. Est-ce que c'est normal? Oui. Dernière question. Comment communiquez-vous auprès des clients pour leur expliquer que leur réclamation a bien été prise en compte et que votre entreprise agit pour faire évoluer la situation? En gros, comment vous répondez à une réclamation? Alors oui. Donc ça peut effectivement être des situations auxquelles je peux faire face. En effet, l'idée, c'est de toute façon de toujours informer le client, même si vous n'avez pas l'information et même si vous n'avez pas la réponse précise à votre client, c'est vraiment de lui donner un indicateur comme quoi vous vous occupez de lui, éventuellement donner un délai précis, je reviendrai vers vous avec la bonne réponse dans 24, 48 heures, etc. Mais surtout, ne pas le laisser sans aucune information et sans aucun contact. C'est clé aujourd'hui, mais je pense que tout le monde en a bien conscience et effectivement, ça fait la différence. Merci beaucoup Delphine. On va passer à Tram, Airbnb. Alors, pour des raisons de charte de relations publiques, Tram n'est pas habilité à être filmé et n'est pas habilité à être relayé sur les réseaux sociaux. Elle s'en excuse. Je vous demande votre grande compréhension et votre aide pour lui éviter des petits malheurs en rentrant au bureau. Alors, Tram, Airbnb a été créé en 2007, par 3 jeunes cofondateurs avec une histoire sublime, c'est-à-dire qu'il y avait un surbooking d'un grand salon aux États-Unis sur le design. Tous les hôtels étaient bookés et les 3 cofondateurs se sont dit on va aller chez l'habitant pour héberger les gens qui doivent se rendre à la conférence. C'est juste magique et comme quoi une belle idée peut venir d'une erreur quelque part. Donc on est ravis de l'apprendre et depuis vous n'avez cessé de vous développer évidemment avec une belle croissance, développer sur les logements entre particuliers, un particulier qui met à disposition ce logement pour un particulier, mais aussi de professionnels à particuliers, et aujourd'hui aussi même au sein d'hôtels. On a vu encore récemment des partenariats. Donc Airbnb est une plateforme communautaire au départ, qui profite à tous, les hôtes, les voyageurs, les employés et aussi les territoires. Qui permet à tout à chacun de séjourner et de vivre des expériences là où il le désire. Créer un monde où chacun peut se sentir chez soi, je reprends vos éléments de langage, ailleurs grâce à un voyage local, authentique, diversifié, inclusif et durable. Ça fait beaucoup, mais c'est vrai que pour tous ceux qui ont pu faire l'expérience, c'est plutôt une expérience éprouvée. Airbnb, c'est plus de 6 millions de logements uniques à travers le monde, dans plus de 81 000 villes et 191 pays, mais aussi depuis 2016, des milliers d'expériences à vivre avec des locaux, avec les personnes dans les pays. Du coup, ma première question, c'est quoi la particularité de la communauté d'Airbnb et quelles actions vous menez pour les engager, puisqu'on est vraiment au cœur de l'engagement des communautés? Alors, tout d'abord, il n'y a pas une communauté Airbnb, il y a une communauté d'hôtes et une communauté de voyageurs. Parfois, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent dans les deux communautés, mais c'est vraiment un marketing différent qu'on utilise pour toucher ces deux populations. Donc quand on parle des hôtes, on les considère vraiment comme nos partenaires, parce que Airbnb serait rien sans ces hôtes, c'est juste une plateforme de mise en relation.
Donc pour nos hôtes, déjà on fait beaucoup en termes d'engagement. On a un programme qu'on appelle le programme Super Hôte pour les gens qui ont que des 5-star reviews, donc que des bonnes évaluations et qui mettent leur logement régulièrement sur Airbnb. Pour eux, on va développer un service de fidélité et on les engage sur des meet-up où on les rencontre en personne, soit au bureau de Paris, soit auprès de nos clubs d'hôtes locaux. On leur donne aussi, vous verrez, à chaque fois qu'on fait des activations marketing, on leur donne des passes ou des accès privilégiés afin qu'ils se sentent vraiment faisant part de la communauté Airbnb. En ce qui concerne le recrutement d'hôtes, nous, ce qu'on fait, c'est beaucoup d'activations très proches. Donc, on évite tout ce qui est above the line. On est plutôt sur du direct marketing. Donc, ça va être plutôt de l'emailing, du referral, tous les programmes de parrainage, afin que les gens se sentent vraiment choisis pour leur qualité, pour leur logement, pour leur localisation. Quand on parle des communautés plus de voyageurs, pour nous, les voyageurs, c'est aussi l'ADN d'Airbnb. Et c'est une population qui aujourd'hui grandit. À la base, nos core users, c'était peut-être des gens qui étaient un petit peu plus aventureux, on va dire, qui avaient envie de sortir des sentiers battus. Aujourd'hui, tout le monde est sur Airbnb. On voit que, on a une surpondération des personnes âgées sur Airbnb. Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, la moyenne d'âge sur Airbnb, elle est plus proche de 35 ans que de 25 ans. Et donc, pour engager ces gens, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye toujours de leur parler des problèmes qui les intéressent eux. Donc déjà, on fait beaucoup de sondages, on fait beaucoup de social listening, on rencontre nos communautés, donc ça c'est hyper important. Tous les employés sont invités à être hôtes afin de rencontrer aussi directement la communauté Airbnb. Et on utilise des tons un peu différents selon les réseaux sociaux, mais aussi on s'assure que toutes nos communications soient authentiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez un hôte dans une publicité, c'est vraiment un hôte. C'est pas un comédien qu'on a pris et qu'on a mis dans une maison. C'est souvent sa maison et lui, il est vraiment hôte. Il reçoit des gens chez lui quotidiennement. Donc c'est par des petites actions comme ça qui nous permettent de rester proches de notre communauté, de leurs problématiques et de leur donner un contenu qui les intéresse plutôt qu'un message de marque qui nous intéresse nous. Merci beaucoup. Alors vous avez aussi depuis 2016 mis en place des services très expérientiels. On parle des expériences et des lieux, qui est une marque de fabrique. Et puis Night At, l'expérience inédite qui reste au cœur de votre positionnement. Et via des événements assez rares, mais marquants et impactants. Et la semaine dernière, vous nous avez fait le plaisir de révéler, donc ça vous a pas mal mobilisé, Tram, vous nous avez fait le plaisir de révéler le jeu concours pour gagner une nuit au Louvre. Donc c'est une première qui marque le début de nouvelles expériences à venir, j'imagine, dans des grands lieux iconiques comme ça. Mais au-delà de ces lieux d'exception, et on va dérouler aussi quelques slides sur ce sujet, qu'est-ce qui est engageant pour vos communautés au-delà du lieu d'exception, et que faites-vous pour les communautés aussi d'hôtes, plus spécifiquement sur cette dimension iconique? Alors je voulais vous parler du partenariat qu'on fait avec le Louvre, vous l'avez peut-être vu dans la presse. L'idée, en fait, c'était pour célébrer les 30 ans de la pyramide du Louvre et les 10 ans d'Airbnb, de faire un partenariat pour faire redécouvrir le Louvre au monde entier, mais aussi aux Parisiens, qui parfois le délaissent un peu au profit d'expositions temporaires. Donc on voulait montrer qu'en fait, le Louvre, tout le monde y allait une fois, mais peut-être pas depuis longtemps, et il y a une manière différente de le voir. Donc, si on va à la slide suivante. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est un partenariat qui dure sur toute l'année, avec donc le Night At, c'est la nuit au Louvre, qu'on peut gagner par concours. Donc il faut répondre à la question en quoi seriez-vous le meilleur hôte pour Mona Lisa. Ensuite, on a une partie concert intime, donc c'est des tout petits concerts qu'on fait au sein du Louvre le vendredi soir, et des visites privées quand le Louvre est fermé le mardi. Donc c'est vraiment un cadre incroyable et ça permet de finalement voir le musée dans un œil qu'on n'avait jamais pu voir avant. Si on voit, alors là, si on peut lancer la petite vidéo de présentation de l'opération.
coup, on a recréé un appartement parisien dans le Louvre, donc avec le lit en dessous de la pyramide, un petit salon en face de la Mona Lisa et une salle à manger juste à côté de la Vénus de Milo. Et donc, ce qu'on veut faire, en fait, quand on fait ce genre d'événement, alors évidemment, il y a un aspect coût, presse, marketing, etc. Mais c'est aussi pour montrer en fait qu'avec Airbnb, on peut vivre des moments magiques. Et choisir Airbnb, c'est aussi faire le choix de l'imprévu, de ce qui peut arriver, de se laisser un peu prendre au détour d'une situation. Et donc avec le Louvre, qui est un partenaire incroyable, on a la chance d'offrir une nuit pour 2 gagnants dans ce cadre. Je crois que le concours n'est pas fini. Alors le concours est jusqu'à vendredi, donc je vous invite à tenter votre chance. On est déjà hyper content du nombre de submissions qu'on a reçus, mais pourquoi pas. Donc allez-y après le salon, on vous y encourage. Dernière question pour vous, Tram. Quel conseil Il y avait juste une autre slide sur ça. Pardon. Voilà. Ah, oui. Et donc ici, en fait, je voulais juste vous parler en fait du give back à la communauté. Ah, oui. Donc on a parlé des super hosts tout à l'heure. Ce qu'on fait dans le cadre du partenariat du Louvre, c'est qu'on va inviter des super hosts parisiens au premier concert, pardon. Et ensuite, pour tous les autres concerts, on va leur donner un Early Bird Access. Donc, ils pourront, avant le reste de la communauté, s'inscrire sur les concerts. Et ça, en fait, c'est le genre d'action qu'on fait pour montrer qu'on est toujours proche de notre communauté et qu'on veut les engager. C'est bon. Quel conseil, Tram, vous pourriez donner à vos homologues pour engager leur communauté par rapport à tout ce que vous pouvez vous gérer dans votre industrie ? Est-ce qu'il y a un point commun qui pourrait être partagé ? Alors moi, je pense que le plus important, c'est toujours essayer de créer du contenu. Parce que la plupart du temps, les marques essayent de véhiculer leur message, alors que ce qui est important finalement, c'est d'avoir un contenu utile, surprenant, marrant, qui va en fait intéresser les gens. Et c'est eux qui vont aller vers votre contenu et ensuite vers votre marque, au lieu d'avoir toujours un message top-down où nous, on veut leur dire ces messages-là. Donc c'est ça qu'on envoie avec une fille en train de sauter dans l'eau, elle est très contente, etc. C'est pas ça qui leur sert. Ça, c'est des images qu'ils ont vues 1000 fois. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire en Italie, quel est le meilleur moment pour partir au Portugal, qu'est-ce qu'il faut que je mette dans ma valise si je vais à Helsinki. C'est ce genre de contenu un peu plus intéressant, un peu plus utile finalement, qui va faire que vos marques se différencient et apportent un vrai plus à vos communautés. Ouais. Merci. Alors je regarde les questions sans cliquer dessus. Alors, comment gérer la relation avec les hôtels, voire les mairies, exemple de Paris, qui considèrent la concurrence de Airbnb déloyale? Bon, c'est un peu sujet... C'est un sujet assez polémique et classique, on va dire. Ouais. Alors déjà, comme Karine l'a dit, il y a des hôtels sur la plateforme Airbnb. Donc c'est une volonté d'ouvrir vraiment la plateforme à tout ce qui est boutique hôtel, bed and breakfast, etc. Ce que vous ne trouvez pas aujourd'hui sur Airbnb, ce sont les chaînes. Parce que les chaînes d'hôtels, c'est finalement à l'opposé de ce qu'on veut proposer nous, c'est-à-dire un voyage authentique. Donc c'est comme ça qu'on travaille et vous verrez que de manière assez ironique, certains syndicats hôteliers qui nous attaquent sont en réalité présents sur Airbnb. Merci. Une dernière question. Comment lutter contre les... Donc il y a beaucoup de luttes. Hein. Comment lutter contre les Airbnb professionnels qui dévalorisent l'aspect chez l'habitant, intrinsèque à votre entreprise? Alors ce qu'on fait notamment à Paris, c'est qu'on a mis en place le capping. Donc c'est-à-dire que la mairie de Paris limite à 120 jours le nombre de nuits qu'on peut mettre sur n'importe quel site de logement, donc c'est Airbnb, Booking, HomeAway, etc. Et donc en ayant cette posture, en fait, de fait, les gens qui font du Airbnb de manière professionnelle, c'est-à-dire qui, au lieu d'utiliser un logement pour la location régulière, le mettre sur Airbnb, deviennent illégaux. Donc nous, on travaille main dans la main avec la mairie de Paris parce que, comme vous l'avez dit, ça dénature également ce que nous, on veut proposer. Donc finalement, on est tous d'accord. En fait, ce qu'on veut, c'est que les gens qui veulent le louer de manière occasionnelle pour faire un complément de revenus puissent le faire simplement. Et ceux qui ne devraient pas le faire n'ont pas non plus la place sur la plateforme. Merci. Et une question intéressante aussi, comment voyez-vous Airbnb dans 10 ans ? Alors, l'avenir d'Airbnb, comme le dirait le fondateur Brian Chesky,
c'est vraiment de devenir une plateforme end-to-end travel. Donc, c'est-à-dire, au-delà de l'hébergement, on a ouvert maintenant aux expériences, mais demain, ça va être la partie aussi transportation. Donc on a recruté quelqu'un qui vient de Virgin Atlantic et qui a vraiment un très gros background sur tout ce qui est aviation. Donc pourquoi pas demain imaginer faire tout son trip de sortie du lit jusqu'à son voyage et retour chez soi sur Airbnb. Donc des expériences diversifiées. Des expériences, peut-être des vols, peut-être des partenariats avec des taxis ou ce chose. Alors j'ai une question budgétaire. As-tu un budget illimité pour créer ta stratégie social media chez Airbnb ou es-tu au contraire, dois-tu faire des choix parfois difficiles pour favoriser une plateforme à une autre? Alors on a bien sûr des budgets, mais on va dire qu'en fait l'important pour nous c'est pas tant combien on dépense, c'est l'engagement qu'on crée. Donc tant qu'une plateforme continue à délivrer en engagement, on pourra toujours ajouter un budget additionnel. Par contre, on n'a pas un puits sans fond et on teste tout sur toutes les plateformes en même temps. Ça serait de toute manière pas très productif. Donc je pense qu'il faut sélectionner ces plateformes et garder toujours une pocket de monnaie pour faire des tests. Par exemple, sur l'opération du Louvre, on a lancé un Snapchat Filter. Donc Snapchat, c'est pas notre plateforme de prédilection, c'est plutôt Instagram. Mais le Snapchat Filter, donc il vous permet de vous visualiser au Louvre avec en arrière-fond Mona Lisa, Vénus et le lit. Ça a cartonné. Et du coup, on se dit on va remettre de l'argent dessus parce que ça marche bien. Et donc moi, je pense qu'une approche un peu test and learn où on a 80% de son budget sur des channels assez classiques qui vont délivrer sur nos KPI et 20% un peu plus flexible qu'on peut allouer de manière agile, c'est un bon ratio pour gérer ces campagnes. Et du coup, créer de l'engagement exactement additif. Merci beaucoup, Tram. Merci. On peut peut-être l'applaudir un petit peu. Merci. On continue la table ronde avec Asia. Donc des laboratoires Bayer, 10e industrie pharmaceutique Bayer, 150 ans d'existence, donc c'est un grand laboratoire. Et vous travaillez, Asia, au sein de la direction pharma de Bayer, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous œuvrez au quotidien sur des sujets de stratégie marketing et de déploiement de campagnes externes à trois fins. Fin de sensibilisation et d'information, de pédagogie sur les maladies, et puis aussi de dépistage de pathologies. Donc, sur 4 domaines, Bayer est spécialisé et positionné: l'ophtalmologie, l'oncologie, la contraception, le cardiovasculaire, donc des sujets quand même très sérieux qui nous concernent tous, de l'ordre du vital. Et là, c'est intéressant chez vous parce que vous allez nous partager des sujets où c'est pas un dossier qu'on gère, c'est un sujet de fond et humain. Vous êtes sur un marché avec une réglementation très forte. Les médicaments sur prescription médicale ne sont pas autorisés en publicité grand public en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Et ça vous donne un cadre de travail assez particulier. Ainsi, dans votre univers, l'industrie du médicament, peut-on opérer un marketing classique d'engagement de communauté ou pas du tout ? Alors effectivement, c'est un marketing très particulier parce que, comme le disait Karine, la publicité direct to consumer pour les médicaments de prescription obligatoire est interdite en France. Alors comment fait-on pour engager les communautés et le grand public ? Eh bien, nous devons passer par des experts. C'est un marketing très réglementé et donc passer par les communautés de professionnels de santé et d'associations de patients, puisque le médicament sur ordonnance, c'est un produit particulier. Ça répond à des besoins vitaux nécessaires avec des enjeux de vie et de mort. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser les professionnels de santé et les associations de patients comme relais auprès du grand public. Évidemment, en utilisant aussi les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui, nous sommes de plus en plus digitalisés et de plus en plus acteurs de notre santé. Donc, de ce point de vue-là, ça n'est pas un marketing classique, ça n'est pas du B2C. Ça n'est pas du B2B, bien que en tant que partenaire de santé et acteur dans l'amélioration du parcours de soins, nous avons des partenariats avec les établissements hospitaliers. C'est véritablement du B2Human, parce que c'est l'humain qui est au centre de nos préoccupations et ce, de manière constante. Donc à ce titre-là, ce que nous faisons, c'est vraiment jouer notre rôle d'acteur de santé
et nous mettons en place donc des campagnes de sensibilisation auprès du grand public. Nous allons en découvrir quelques-unes ensemble. Donc c'est véritablement un e-marketing responsable et nous allons commencer par la première campagne qui est la campagne AVC Vite le 15. Comment a commencé cette aventure? Eh bien, nous avons été sollicités par une association qui est France AVC, une association de patients et des professionnels de santé de la Société française neurovasculaire il y a quelques années pour déployer une campagne de sensibilisation sur les signes de l'AVC. Pourquoi l'AVC? Eh bien, je vous rappelle, un AVC toutes les 4 minutes en France. C'est la première cause d'handicap, la 3e cause de mortalité et malheureusement une prise en charge qui n'est pas forcément faite en urgence et qui entraîne des séquelles assez importantes et des coûts de santé publique qui sont proches du 8 milliards d'euros par an. Donc je vous propose de regarder ça en image. Nous avons une petite vidéo. Je dois passer juste un slide. Hop, hop. Ah, plusieurs, pardon. Désolée, on n'a pas pu remettre la vidéo. Or, voilà. Allô, le 15 ? Appelle vite. Quand le visage est paralysé. Vite. Appelle vite. Quand un bras ne peut plus se lever. Vite. Appelle vite. Quand soudain la parole est troublée. Vite. Et vite, le pire. En urgence, appelle le 15 et dit AVC. AVC. Alors vous l'avez compris, un rythme entêtant mais nécessaire et cette campagne a bien marché et nous a fait évoluer un peu dans notre réflexion et nous a fait évoluer pour sensibiliser le grand public aux facteurs de risque de l'AVC et notamment un facteur en particulier qui est la fibrillation atriale. Qu'est-ce que c'est? C'est une irrégularité du rythme cardiaque. Donc lorsque l'on prend son pouls, eh bien le rythme est irrégulier et qui témoigne d'un problème de la pompe cardiaque qui ne fait pas son rôle correctement et donc ça entraîne donc un caillot au niveau du cœur qui risque de remonter au niveau de l'AVC, du cerveau et donc créer un AVC. Et c'est important de sensibiliser du coup le grand public sur ce facteur de risque puisque ce facteur de risque multiplie le risque d'AVC par 5. Et donc c'est ainsi que nous avons déployé notre première campagne Twitter chez Bayer qui est #PrendTonPouls pour une plus large sensibilisation. Donc premier exemple de campagne pour un enjeu de sensibilisation. Deuxième exemple de campagne pour un enjeu d'information cette fois-ci avec un média différent qui est l'utilisation d'une plateforme de téléconseil et un partenariat avec une start-up qui s'appelle Medocteur. Donc le premier projet d'open innovation fait chez Bayer. Pourquoi? Eh bien, ça s'inscrit dans un contexte particulier en post-crise des pilules qui a entraîné une défiance importante des femmes vis-à-vis des hormones. Et qu'est-ce que nous faisons, mesdames, quand nous sommes inquiètes? Eh bien, nous allons sur Internet, nous allons sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, ces sources sont truffées d'informations qui ne sont pas forcément validées scientifiquement, qui sont inexactes, qui sont potentiellement anxiogènes et peu fiables. Donc, important pour nous de pouvoir donner une information de qualité aux femmes, ce d'autant que nous répondons aussi à un enjeu de santé publique qui est qu'en France, il y a 200 000 interventions volontaires de grossesse par an, et chez les 19-25 ans, le taux d'IVG dépasse 25%. Donc c'était absolument crucial de pouvoir remettre le gynécologue au cœur du parcours de soins et de proposer donc cette plateforme de téléconseil auprès des femmes, donc un service que nous finançons via cette start-up Medocteur qui met à disposition des femmes des gynécologues choisis de manière complètement indépendante pour répondre à leurs questions. Donc ça n'est pas de la téléconsultation, ça n'est pas de la prescription en ligne, c'est vraiment répondre à des questions qu'elles peuvent se poser et à la suite de cet échange, elles sont renvoyées vers leur gynécologue traitant ou elles prennent elles-mêmes proactivement un rendez-vous chez leur gynécologue. Donc là, ici, un projet d'open innovation avec un enjeu d'information. Et troisième campagne, c'est un enjeu de dépistage, là dans un autre domaine thérapeutique qui concerne les patients diabétiques, puisque lorsqu'un patient a plus de 10 ans de diabète, il est recommandé de faire un fond d'œil
à peu près tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que le diabète est responsable de complications ophtalmologiques qui peuvent malheureusement entraîner la cécité et les patients n'en sont pas forcément conscients. C'est donc important de les sensibiliser à ce dépistage puisqu'ils peuvent ainsi bénéficier des traitements appropriés de manière précoce et d'éviter donc la cécité. Donc, qu'est-ce que nous avons utilisé comme média? Bien là, nous avons un peu capitalisé sur notre expérience passée. Nous avons fait une campagne Twitter hashtag dans l'œil du diabète. Nous avons aussi énormément utilisé les réseaux et les followers sur YouTube, la viralisation des vidéos sur YouTube et vidéos online qui ont extrêmement bien marché. On reviendra sur les KPI après. Et c'est une collaboration là encore avec des professionnels de santé puisque cette campagne est issue d'un think tank, je dirais même un do tank d'ophtalmologues et de diabétologues et a aussi été la première campagne télévisuelle faite chez Bayer Pharma. Alors, deuxième question, la notion de communauté. Oui. Du coup, elle est donc bien spécifique à votre univers. Vous en avez parlé, on a des professionnels de santé, on a le grand public et on va dire tout l'écosystème de famille et d'amis autour des patients. Et du coup, comment concrètement, vous avez identifié vos communautés, notamment sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce que vous apportent les réseaux sociaux ? Alors c'est vrai que dans l'industrie pharmaceutique, le premier levier que nous utilisons, c'est la relation du délégué médical avec le professionnel de santé. Pour autant, c'est important de vivre avec son temps et d'y adosser d'autres leviers, notamment les réseaux sociaux. Et pour cela, nous avons effectué tout simplement un audit des communautés. Quelles sont nos cibles? Quelles sont les communautés? Où sont-elles? Où devons-nous finalement communiquer? Quels sont nos territoires d'expression et la stratégie éditoriale à utiliser pour avoir le plus d'impact possible. Je vais vous donner un exemple concret. Si on parle contraception à des 19-25 ans, je force le trait, mais ça aura sans doute beaucoup plus d'impact de le faire sur Instagram que de le faire sur LinkedIn. Mais c'est typiquement le genre de questions que nous nous sommes posées. Important également d'évaluer qui sont les influenceurs en santé. Et il y en a énormément et qui sont un relais formidable pour nous, et notamment les établissements hospitaliers. Il y a à peu près 20% d'établissements hospitaliers, régionaux, universitaires et d'établissements associés qui sont sur les réseaux sociaux et qui sont un formidable relais pour ce type de campagne de prévention. Et pourquoi les réseaux sociaux? Tout simplement parce que ça nous permet véritablement d'avoir un impact direct, rapide et vraiment de viraliser nos messages. Merci. Dernier point, qu'est-ce que signifie pour vous le smart marketing ? Alors le smart marketing, pour moi, ça veut vraiment dire un marketing qui a du sens pour la communauté. C'est essentiel dans l'univers et dans le secteur d'activité dans lequel je travaille. Je dirais aussi c'est un marketing où nous n'hésitons pas à sortir des sentiers battus. Par exemple, avec le projet de plateforme de téléconseil, la plateforme Parlogine, nous avons fait de l'Open Innovation. C'était le premier projet d'Open Innovation chez Bayer. Je pense que cette culture et cet état d'esprit de travailler avec des startups, c'est le futur. Il faut, je pense, continuer à le cultiver. Ne pas hésiter à utiliser d'autres moyens. J'en parlais tout à l'heure, première campagne Twitter avec hashtag Prends ton pouls. Forcément, on va être confronté à de la résistance au changement, mais c'est important parce que ce que nous faisons, c'est vraiment servir notre raison d'être et tout ça pour une meilleure santé. Donc, il y a des causes qui en valent la peine et il suffit juste de faire preuve de pédagogie pour y arriver. Donc un peu d'audace et de pédagogie et pour moi c'est ça le smart marketing. Merci. Alors il y a des questions, beaucoup de questions. Je ne pourrais pas tout poser, je suis navrée. Alors on en a une première. Quelle est votre opinion concernant les serious games et leur utilisation dans la stratégie digitale des entreprises pharmaceutiques? Sont-ils plus un moyen d'engagement ou d'amélioration d'image, de branding? C'est effectivement un des moyens que nous avons utilisé avant de faire la campagne hashtag Prends ton pouls. Nous avons fait un serious game qui s'appelait 4h30 chrono, puisqu'il faut maximum 4h30 après les premiers symptômes d'un AVC avant d'arriver aux urgences au maximum. Donc je pense que c'est important. Après, d'expérience, ça n'est peut-être pas le média qui fonctionne le mieux. En revanche, ça peut être utile pour les équipes d'éducation thérapeutique au sein des établissements hospitaliers pour rendre les choses un peu plus ludiques sur des sujets qui sont effectivement un peu lourds. Donc voilà mon avis sur le serious game.
Comment gérez-vous votre communauté pour soutenir, défendre votre réputation, vos marques et savoir-faire versus Monsanto? On attendait plus ou moins la question, qui fait partie de votre société désormais. Alors, c'est vrai que ça fait partie de la raison d'être du groupe. Le groupe, aujourd'hui, a 2 pôles d'activité, qui est la protection en santé humaine et en santé animale, mais aussi la protection de la santé des cultures. Donc, c'est cohérent par rapport à la raison d'être du groupe. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis là pour parler des activités pharmaceutiques, un domaine où je suis plus experte. Je ne sais pas qui a posé la question, mais je suis tout à fait disposée à transmettre les coordonnées de mes collègues spécialisés dans le domaine de l'agriculture, si vous voulez en parler plus amplement à l'issue de cette session. Et dernière question, comment on passe cette transition vers les plus jeunes? Sont-ils réceptifs au domaine de la santé en excluant les problèmes classiques de la contraception? Je ne sais pas si c'est très clair. Je vais la relire. Comment de passe, alors je pense qu'il y a une petite coquille, cette transition vers les plus jeunes, ce que je comprends, voilà, c'est le public jeune, comment vous l'adressez, comment vous l'engagez, et qu'il soit plus réceptif aux problèmes de contraception notamment? Alors, les plus jeunes, effectivement, les plus jeunes, effectivement, il faut s'adapter aux médias qu'ils utilisent. Typiquement, si je reprends l'exemple de la plateforme d'e-conseil par Login, il y a un effet miroir, en fait, puisque c'est des sujets qui concernent tout le monde, donc les gens s'emparent de ces sujets, finalement, de manière assez spontanée. Et là, par exemple, ce service d'e-conseil avait été testé par une communauté qui s'appelle Mademoiselle, qui est le journal, un des journaux numériques féminins à orientation même féministe, je dirais, qui a énormément de followers sur YouTube, qui a fait des capsules vidéo pour expliquer l'intérêt de ce type de plateforme d'e-conseil. Évidemment, Instagram est un média extrêmement important pour ces jeunes communautés. Donc les Instagram Ads, les Facebook Ads, les Google Ads fonctionnent très très bien, mais même au niveau de la tonalité des messages, il faut évidemment s'adapter à ce type de public. Merci beaucoup, Assia. Donc, grande problématique de l'univers pharmaceutique, pas facile. Et bravo pour ces mécaniques plutôt créatives. Et on termine avec... Et donc, on termine avec Audrey. Donc, Audrey, vous travaillez chez WeWork. Le concept de communauté n'a plus de mystère pour vous, tant il est à l'origine de la raison d'être de WeWork, qui est très intrinsèque à son business model. Vous allez nous en parler. Et pour notre audience, je vous rappelle que WeWork a été créé en 2010 et est aujourd'hui la marque leader mondiale des espaces partagés, dont l'innovation en matière d'univers de travail et de façon de travailler est au cœur de son activité, avec l'ambition des fondateurs de ne pas seulement changer la façon dont on travaille, mais la façon d'entreprendre, de dynamiser la ville et les relations entre les acteurs de l'économie et de la société. Donc c'est une belle ambition, merci beaucoup. On parle donc d'une communauté WeWork. Les locataires ne sont pas des résidents, mais des membres, comme un club. Et vous ne parlez pas de centre d'affaires, mais de plateforme de bureaux connectés. Du coup, Audrey, l'engagement de vos communautés est finalement votre leitmotiv au quotidien. Pouvez-vous nous dire ce qui est clé pour y parvenir, c'est-à-dire ce que vous mettez en œuvre pour l'initier, l'animer et le mesurer tous les jours? Merci beaucoup, Karine. Vaste question. Juste pour que je comprenne dans l'audience, qui est déjà rentré dans un WeWork? C'est pas mal, ok. Ah. Merci, Cécile. Merci, Cécile. Donc, aujourd'hui, puisqu'on est à Paris, on va parler de Paris, il y a 5 bâtiments WeWork dans lesquels vous pouvez venir travailler. Pour être membre, il faut venir au moins 1 mois. Alors, on nous décrit souvent comme un espace de coworking et on dit souvent non, on n'est pas un espace de coworking parce que la définition d'un espace de coworking, c'est un endroit où vous allez venir pour 1 heure, 10 minutes, parfois 1 semaine, poser votre ordinateur et partir. La raison pour laquelle WeWork a été créé, c'est que les fondateurs étaient à la tête d'une petite start-up qui marchait pas très bien. C'est assez marrant parce qu'ils faisaient des habits pour les bébés et notamment des petits pantalons renforcés aux genoux. Donc comment est-ce qu'ils en sont arrivés jusqu'aux immeubles
d'espace de travail partagé, c'est le mystère qu'on va résoudre maintenant. En fait, ils se sont rendus compte qu'à 3-4, c'était plus difficile de réussir que quand on était en contact avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui avaient des sujets communs sur la créativité, l'entrepreneuriat, la façon dont on développe une entreprise. Et ils étaient dans un immeuble à New York et ils ont proposé le bureau d'à côté à une autre entreprise, puis à celle d'à côté, puis à celle d'au-dessus. Et puis ça a marché très bien. Finalement, ça commence à marcher un peu mieux que les habits pour bébé. Et ils se sont dit, bon, en fait, on va prendre un immeuble, le remplir avec des gens qui ont envie de se rencontrer et qui ont envie de travailler ensemble. C'est évident qu'une bonne expérience de journée au travail, c'est pas en disant alors aujourd'hui j'étais tout seul dans le noir et j'ai regardé mon ordinateur et vraiment j'ai résolu plein de problèmes. En général, ce qu'on raconte le soir en rentrant chez soi, c'est j'ai rencontré 10 personnes exceptionnelles, un avocat qui est spécialisé sur les brevets à l'international, un marketeur qui sait décrypter tous les réseaux sociaux et un type qui fait des macarons à la vanille et qui a décidé de le distribuer de la France jusqu'à la Corée. Et donc c'est partant de ce postulat qu'ils ont décidé de créer des espaces de travail qui étaient liés, qui étaient fondés sur la rencontre. Donc du coup, comment ils ont grandi cette société et comment ils l'ont fait évoluer en partant d'un immeuble à New York jusqu'à aujourd'hui 425 immeubles dans le monde, dans plus de 100 villes, c'est plus de 30 pays aujourd'hui, on est quasiment présent sur tous les continents. C'est en mettant la communauté au cœur de cette expérience de travail. Et donc c'est fondé sur 4 choses évidentes. D'abord, le bâtiment qu'on va choisir, avec son design qui est au service de la communauté. On ne va pas juste mettre des jolies plantes et des bureaux très jolis ou des papiers peints hyper jolis, sauf que ceux qui sont déjà venus savent que c'est très joli. Mais c'est juste un coup de chance parce qu'en fait, la réalité de ce choix de design, c'est pour que les gens se rencontrent ou accèdent à des pièces plutôt qu'à d'autres. Ceux qui sont déjà rentrés dans un WeWork l'ont peut-être observé, mais les bureaux les bureaux privés, qui sont 98% de nos espaces de bureaux, sont très densifiés. Vous allez être très nombreux par bureau, mais parce qu'on veut que vous sortiez de votre bureau. On sait que dans une journée, vous n'allez pas passer normalement, si vous n'êtes pas un développeur super geek, 12 heures devant votre ordinateur, mais vous allez avoir une réunion, un call, un moment pour explorer des phases de créativité, éventuellement aller vous restaurer, prendre l'air, pour les fumeurs, fumer une cigarette. Vous allez avoir beaucoup de ces moments-là dans la journée. Et donc, on a créé des espaces communs dans lesquels vous n'allez pas être en réunion seul ou prendre un café tout seul. Vous allez être dans nos pantries qui sont quasiment 30% de nos espaces dans les immeubles pour favoriser la rencontre. On a aussi une technique intéressantes qui sont les parois vitrées. En fait, nos bureaux, quand vous rentrez, tous les bureaux sont quasiment privés, donc chaque entreprise a son bureau à soi. En revanche, les parois sont vitrées. Donc quand vous circulez dans les couloirs et que vous allez regarder votre mur, vous n'allez en fait pas avoir un mur, mais un espace vitré qui va vous permettre de voir le bureau en face de vous. Et ça, quand vous allez vous promener dans les couloirs, vous allez voir toutes les entreprises. Et donc dans toutes les entreprises, toutes les personnes. Il se trouve que vous aurez eu probablement au cours d'une journée au moins 10 à 15 contacts visuels avec des gens qui partagent votre étage, par exemple. Et quand vous allez vous retrouver ensemble à la machine à café ou dans un espace commun ou dans une salle de réunion, il y a beaucoup de chances que vous ayez plus envie d'engager la conversation que si vous n'aviez pas eu ce premier contact visuel ou si vous n'étiez pas rencontré dans l'ascenseur. Donc il y a cette brique design qui est vraiment... Il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est la largeur des couloirs. La largeur de nos couloirs, elles ont été étudiées pour que les gens puissent passer évidemment confortablement, mais elles ne soient pas assez larges pour qu'on ne puisse pas se donner un petit coup d'épaule. Et donc du coup, quand on circule dans la journée, il y a des chances que vous ayez déjà donné un petit coup d'épaule à quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer plus tard. Évidemment, on imagine qu'on n'est pas tous des extravertis. Tout le monde pense que les gens qui travaillent dans les WeWork ou qui sont à fond dans les communautés sont des gens qui se lèvent le matin en disant « Salut, je m'appelle Karine, et toi, comment c'est? Ludovic, génial, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Non. Je ne pense pas que vous soyez tous assis, même si vous êtes des super marketeurs, en disant « Salut, moi je m'appelle Gérard, et toi ?» Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour que les gens, en plus de cette expérience design, soient amenés à sortir de leur bureau? On met aussi en place des événementiels et des expériences d'hospitalité.
Donc ça peut aller du yoga le mercredi matin, mais aussi au lunch and learn, qui sont des moments le midi où les entreprises membres de WeWork vont venir présenter leur société autour d'une pizza, de sushi, que sais-je, ce que préfèrent manger les gens. Donc vous créez des liens pour que les membres se rencontrent. Que les membres se rencontrent à tout moment de la journée. Et ça va du sport jusqu'à des talks comme ceux qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ça peut être aussi une vente de vos produits. Ça peut être... du bien-être aussi. Du bien-être, des massages, il y a des coiffeurs aussi. Enfin, n'importe quel événement qui permet de réunir les gens à un moment donné dans la journée, que ce soit de faire la queue pour regarder des boucles d'oreilles qu'une vendeuse ou une créatrice est venue exposer, ou partager cette session de sport ensemble ou se mettre à courir. Je ne sais pas si vous le savez, mais WeWork a aussi acheté Meetup, et Meetup, c'est ces réunions où les personnes se rencontrent autour d'événements, mais aussi variés que faisons rencontrer nos chiens ou vivent le scrapbooking ou parlons du Bitcoin. Et donc ce type de réunions ont lieu chez WeWork en permanence. Donc c'est encore plus d'occasions de créer des liens, de s'intéresser à ce que font les autres. Au-delà de l'événementiel, on a aussi évidemment la brique technologique, parce que c'est très bien de pouvoir rencontrer les gens de votre étage, les gens de votre immeuble, et éventuellement ceux de votre ville, mais pouvoir rencontrer les autres membres WeWork à l'international, c'est encore mieux, parce que vous avez accès à une communauté de plus de 400 000 personnes aujourd'hui, et quand vous cherchez un design UX quelque part et que vous ne l'avez pas trouvé ni dans votre immeuble ni dans votre ville, et que vous commencez à être un peu stressé sur trouver ce talent, et ben vous allez pouvoir le poster sur notre app, qui est un espèce de mix entre Facebook et LinkedIn probablement, et poster votre offre qui est: je cherche le meilleur UX designer dans le monde, et évidemment quelqu'un en Inde ou aux États-Unis ou en Chine va pouvoir vous répondre, et vous allez travailler ensemble. Aussi tous ces gens qui ont envie de développer leur entreprise à l'international. Aujourd'hui, chez WeWork, on s'adresse à des gens qui sont des freelances, mais aussi des start-upers, des PME, PMI, mais aussi des gros groupes du CAC 40. Tous ces gens travaillent ensemble et se donnent soit de l'inspiration, soit du travail les uns aux autres. Et donc, du coup, ce que vous pouvez trouver dans un immeuble, vous pouvez le trouver à l'international. Si vous êtes donc une start-up qui a commencé à Paris et qui a envie de se développer à Miami, il y a de très grandes chances qu'en postant sur le réseau social votre désir d'innover, de grandir, vous trouviez des contreparties de gens intéressés à l'international. Et on a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont grandi grâce au réseau WeWork. Vous le mesurez même. Cet effet de synergie business. C'est très important, puisque comme la communauté est au départ de notre projet, l'idée c'est que cette communauté, elle existe vraiment. Et comment on peut mesurer qu'elle existe vraiment, c'est, puisqu'on fait des espaces de travail partagés, c'est de voir comment les gens travaillent ensemble. Donc on pose des questions, on pousse un questionnaire tous les mois, et tous les mois on demande aux gens s'ils ont créé des connexions et quel type de connexion. Et on remarque qu'il y a entre 35 et 55% de nos membres qui font des connexions business. Et qu'est-ce que c'est des connexions business? C'est pas juste prête-moi ton agrafeuse, bien que ces connexions existent aussi, vous pouvez demander votre agrafeuse à votre voisin, mais c'est que vous avez échangé des factures. Et donc, le vidéaste qui a un petit hot desk tout seul dans un bâtiment, il s'est probablement fait embaucher par Carrefour, qui est un de nos membres aussi, et qui a eu besoin à un moment de créer des vidéos. Ça peut être ce formateur en sécurité et santé qui a vendu sa prestation à une PME qui a suffisamment grandi et qui a besoin de ce type de prestation. Et donc ça va être toute la journée au sein du réseau WeWork, des gens qui échangent leurs compétences, leur savoir-faire, et qui se le vendent les uns les autres. Et donc du coup, évidemment, il ne faut pas être un grand matheux pour imaginer que quand vous exploitez au maximum ce réseau et ses compétences au sein de WeWork, du coup, vous augmentez votre chiffre d'affaires, vous augmentez le nombre de vos clients. On a des superbes histoires, notamment un que j'aime beaucoup, qui est dans un de nos bâtiments dans le Marais. C'est un imprimeur qui fait de l'imprimerie écologique, donc il fait attention aux papiers sur lesquels il imprime et à l'encre. Et il a déposé un petit carnet sur tous les bureaux de tous les WeWork qui étaient présents quand il est arrivé. C'était il y a déjà plus d'1 an. Et il a triplé son chiffre d'affaires en moins d'1 an.
juste en déposant un petit carnet en disant salut, je suis membre WeWork et je suis imprimeur. Du coup, si ça vous intéresse d'imprimer de façon plus écologique, je suis là. Et donc aujourd'hui, il a 80 clients à travers le réseau WeWork. Donc vous encouragez toutes ces démarches, évidemment. Pour nous, c'est hyper important puisque c'est le cœur de ce qu'on fait. Et le jour où on créera plus de connexion, on fera plus que des très jolis bureaux. C'est votre raison d'être. Avec des beaux bureaux, c'est absolument notre super. Qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation interne pour WeWork? Parce que c'est beaucoup de travail à la fois dans la recherche des lieux, mais aussi, j'imagine, sur tous vos collaborateurs au quotidien avec les membres. Il y a un énorme travail d'animation, d'événementiel, de réseautage, d'aller leur demander s'ils vont bien. Enfin, voilà, je pense que ça impose chez vous une organisation particulière. C'est une organisation complètement particulière. Je crois même qu'on a inventé un métier qui est hybride entre les métiers d'hôtellerie et de service qu'on peut imaginer, mais aussi presque un métier d'incubation ou d'accompagnement des entreprises. Donc on va avoir des responsables d'immeubles qu'on appelle les community managers. Alors je ne vous dis pas l'enfer quand on poste une... Oui, parce qu'il n'y a que le digital qui remonte. LinkedIn, tout le monde me dit « Ah ouais, moi aussi j'adore faire des posts sur Facebook ». Donc en fait, non, en fait c'est pas ça. Tu es manager de communauté, c'est ça? Le job de communauté, c'est de faire attention à son bâtiment et à faire en sorte que la communauté des membres WeWork se connecte et une expérience de travail unique tous les jours, innovante, agréable, dans un bâtiment propre. Et ces community managers gèrent des community leads. Ces community leads, ils vont s'occuper d'étages entiers ou d'un nombre de membres en particulier, mais aussi d'expérience. Donc, ils vont être event managers, ils vont être ops managers. Donc, qu'est-ce que c'est l'ops manager dans un bâtiment? C'est que vous faites attention à ce que la clim marche. Alors, je ne sais pas, vous travaillez tous dans ces bureaux, mais j'imagine que c'est votre préoccupation numéro 1. En tout cas, nous, c'est le nombre de tickets qu'on reçoit le plus dans la journée. J'ai trop chaud, j'ai trop froid, j'ai trop moyen chaud. Moyen froid. Donc ça, c'est assez important qu'on ait quand même une expérience au-delà de la communauté qui soit agréable dans les conditions de travail. Et vous allez avoir aussi les hospitality managers, donc faire en sorte que les gens, en effet, se connectent les uns aux autres et une expérience de travail au quotidien qui soit agréable et qui soit unique. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un WeWork, tout le monde vous connaît. On a des bâtiments, juste pour que vous ayez une idée, le plus petit fait 500 membres, donc on a 500 bureaux, et le plus gros aujourd'hui à Paris, c'est 3400 membres. C'est lequel? C'est celui Avenue de France, dans le 13e arrondissement. Ah, c'est celui-là. Station F, ouais. C'est celui que vous voyez en haut. Les Romains sur la photo, très beau. Donc l'idée, c'est qu'on vous reconnaisse. Quand vous, même dans le bâtiment du France, 3400 membres, vous rentrez le matin et on vous dit « Bonjour Karine, bonjour Ludovic, bonjour Mohamed, comment ça va aujourd'hui? Alors ta fille, ton fils, ta levée de fonds, comment ça avance ?» Donc vous tissez des liens réellement. Avec Jeanne qui justement est en train de faire ça. L'idée, c'est de connaître chaque personne, pas intimement, mais en tout cas jusqu'où la personne a envie de donner de l'information sur elle pour créer des liens intéressants. Et ces liens, ils peuvent passer par « je sais que vous aimez les chiens tous les deux » à « je sais que vous avez tous les deux envie de lever de l'argent au même moment ». C'est ça qu'on fait tous les jours. Merci beaucoup. Du coup, on peut résumer... une gestion de communauté chez WeWork, c'est vraiment en lien avec votre brand purpose, votre raison d'être, et c'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait la force et la différence et qui crée notre succès. Et c'est la raison pour laquelle les gens vont chez WeWork. C'est pour avoir des connexions et faire partie de cette communauté. Merci. On a à peine une minute pour 2 petites questions. Alors, on a une question sur les coûts, mais j'invite à se connecter sur le site. Je pense que c'est le mieux. Les coûts, ils sont différents d'un immeuble à l'autre. Ça va dépendre du loyer du quartier. Donc, pour les entreprises travaillant dans les mêmes secteurs d'activité, cela peut aussi amener le vol d'idées ou le plagiat. Comment luttez-vous contre ça ? Alors, on n'a jamais eu de plainte sur le vol d'idées ou le plagiat. Au contraire, ça crée des connexions où les gens vont pouvoir plus brainstormer et discuter ensemble. Les idées sont protégées et c'est pas parce que les parois sont transparentes que vous faites pas attention à vos informations. Et chaque entreprise est dépositaire de la confidentialité qu'elle a envie d'apporter à ces informations. Nous, on n'est jamais responsable des informations qui sont données au moment du yoga, par exemple. C'est à eux de prendre les précautions. Les gens de Carrefour et de Casino se disent « tu sais ce qu'on fait, on va tout changer complètement le rayonnage. Je te propose de faire la même chose le mois prochain. »
ça n'arrive pas. Enfin... Et dernière question, Audrey. Je pense que la personne a bien compris le modèle de connexion. À quand un partenariat avec Airbnb WeWork ? Alors, il existe ce partenariat Airbnb WeWork pour les gens qui font des voyages d'affaires. Et donc, Tout à fait. On en parlait déjà en coulisses. On travaille évidemment ensemble parce que ça fait complètement sens. Voilà. Non, ça existe. Donc, c'est une très bonne idée. Et peut-être qu'on pourrait l'intensifier avec Tram. On va reparler. Mais ça a été prévu à l'international. C'était ni elle ni moi ensemble. Un grand merci à vous quatre pour tous ces témoignages. Et puis, je vous invite à les suivre sur LinkedIn. Merci à vous.